Bonjour et bienvenue dans le podcast de la maison Panajou. Moi c'est Dave Tom, je suis photographe et l'animateur de ce podcast. Et Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France depuis 1865. Et c'est aussi aujourd'hui un site internet, une boutique en ligne pour acheter du matériel vidéo et photo. D'ailleurs le magasin traditionnellement à Bordeaux vient d'ouvrir son nouveau magasin dans la même rue. Donc pour ceux qui habitent à Bordeaux, je vous invite à aller voir le nouveau magasin. Il est tout beau, tout joli. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Baheux. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Tu as fait des conférences aujourd'hui pour Panajou ? J'ai fait une conférence juste avant. Là. Ok, ça s'est bien passé ? Très très bien. Alors, magnifique. Laurent, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, moi c'est Laurent Baheux, j'ai 54 ans, je suis photographe, je dirais, depuis une trentaine d'années. J'ai commencé par la photo de sport pendant une quinzaine d'années et maintenant ça fait un peu plus de 20 ans que je suis photographe animalier, on va dire, et principalement sur l'Afrique. Aujourd'hui, oui, tu es vraiment très connu pour des photographies animalières et surtout en Afrique. C'est ce qui ressort en tout cas le plus, j'ai l'impression. C'est ça. Alors comment ça a commencé la photo pour toi ? Ça a commencé un peu par hasard, un peu par accident. J'étais très attiré par le journalisme, donc j'ai proposé mes services à la rédaction sportive d'un petit quotidien à Poitiers, près de chez moi, dans la presse régionale. Et puis, je faisais des comptes rendus en tant que pigiste, de comptes rendus de sport, d'événements sportifs. Et puis, très vite, on m'a demandé de faire aussi des photos parce que il n'y avait qu'un photographe permanent dans le journal et qu'ils avaient besoin d'images. Et ça a commencé comme ça, en fait, un peu contraint et forcé. Ah, c'est marrant ça. Donc, tu t'étais pas du tout prédestiné à la photographie juste alors ? Non. Moi, c'était l'écriture qui me branchait. Et puis, du coup, j'étais un peu obligé de m'y mettre et puis je suis tombé dedans et ça m'a passionné. C'est vraiment chouette. Tu as commencé par le sport du coup ? J'ai commencé par le sport, ouais. Beaucoup le volley à l'époque qui tournait bien à Poitiers, beaucoup les sports en salle, volley, basket, hand, ce qu'on appelle le BHV dans les termes, dans le jargon de la photo de sport. Je savais pas. Ouais, le BHV, ouais. Et après, après, je suis monté à Paris pour des agences, etc. Mais en plus, il y a très peu de photographes qui voulaient s'y coller parce que les conditions de lumière dans les salles mal éclairées en province étaient un peu difficiles. Mais pour moi, ça a été une super école, une super expérience, très formatrice. En fait, de m'adapter justement aux conditions de lumière qui étaient compliquées. Ça m'a permis d'apprendre énormément sur la photo. Surtout que là, c'est quelle époque à peu près ? C'est dans les années 90, ouais, c'est il y a 30 ans, quoi. Donc il n'y a pas les... c'était l'argentique déjà, et il n'y avait pas les capteurs d'aujourd'hui qui montent en sensibilité. Exact. À l'époque, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de voir qu'il y avait notamment de l'Ilford HP5 dans le labo du côté de l'argentique, là, dans la boutique. Et moi, c'est un film avec lequel j'ai fait toutes mes armes il y a 30 ans dans le sport et que je poussais à 3200 ISO au développement parce que tellement les lumières, il n'y en avait pas dans les salles et ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Donc même quand tu faisais du sport, que tu as commencé, tu faisais déjà du noir et blanc. Tu avais déjà cet attrait pour le noir et blanc. En fait, ça s'est fait un peu aussi contraint et forcé parce que à l'époque, toutes les pages intérieures du journal pour lequel je bossais étaient encore en noir et blanc. Il n'y avait que la une qui était en couleur. D'accord, oui, c'est en presse régionale. Et voilà, donc on faisait essentiellement du noir et blanc. Donc l'Ilford 36 poses, ça j'en avais quasi à volonté. Par contre, pour faire de la couleur, c'était plus compliqué. On avait une 12 poses quand il fallait faire une photo pour la une du journal, donc j'avais un peu au compte-gouttes parce qu'elle coûtait cher, les films couleurs coûtaient cher et le développement aussi, donc j'avais une 12 poses pour faire une en sport, fallait pas se rater, quoi. Tu travaillais avec quoi comme boîtier à l'époque ? À l'époque j'étais en Canon, ouais. J'avais un EOS 5, après plus tard un EOS 1, mais ouais, j'ai commencé avec l'EOS 5. Voilà, puis j'avais un 201.8 à l'époque, je me souviens, avec un multiplicateur. Et ouais, j'ai commencé comme ça, après un 402.8 petit à petit,
Mais ouais. Non, Canon, ok. Ouais. Et alors, comment tu as fait la transition vers l'animalier? Eh ben, de manière aussi un peu, pas accidentelle, mais après avoir couvert le sport, alors de l'actu régionale, je suis monté à Paris, je me suis embauché pour des agences parisiennes, en fait, en actu sportive nationale et internationale, donc j'ai couvert beaucoup d'événements sportifs. Et puis j'ai un peu saturé tout ça, et d'être à la fois dans la capitale, dans la foule des grands stades, de me coltiner le foot à 75% avec des fois les dérives qu'il peut y avoir autour de ça. Et j'ai commencé à saturer, alors que j'étais un vrai passionné de sport, mais un peu à saturer de cette vie-là. Et j'ai eu vraiment ressenti le besoin de m'octroyer une respiration et de partir en Afrique, assouvir un peu ce rêve de gosse que j'avais de rencontrer la grande faune africaine depuis toujours, depuis tout gamin, quoi. Et en 2002, ouais, j'ai commencé j'ai mis les pieds en Tanzanie, puis ça a été une vraie révélation, quoi. Alors comment on fait cette transition? Parce que quand tu faisais du sport, tu travaillais pour des journaux. Ouais. Quand tu as commencé à faire de la photo animalière, tu bossais pour toi. Personne. Voilà. Donc c'est une transition qui est quand même compliquée, quand même. Bah, en fait, à l'époque, je me suis pas posé cette question, c'est-à-dire que c'était pas une transition, j'ai continué à être photographe de sport pendant une dizaine d'années. Je m'octroyais ces parenthèses africaines, et pour me faire très égoïstement plaisir, moi, à aller faire ces images d'animaux, mais sans les exploiter, en fait, sans commande, sans rien. Et puis je les ai gardés pour moi comme ça pendant 5 ans. Puis un jour, j'ai un copain qui savait que je faisais ces images-là, qui m'a demandé d'exposer, et puis tout est parti de là, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à montrer ces images-là, et puis j'ai vu le regard des gens, puis à quel point ça pouvait les toucher, et je me suis dit que c'était un peu idiot de garder ça pour moi et de pas en faire quelque chose. Et la suite s'est plutôt bien passée, du coup. Ouais, plutôt, ouais, et en douceur, j'ai eu cette chance-là, du coup, de pouvoir faire une transition douce de la photo de sport à la photo animalière. À partir du moment où ça a commencé à fonctionner en animalier, j'ai lâché progressivement le sport. Non, mais c'est chouette. Parce qu'aujourd'hui, tu as fait quand même pas mal d'expos et tu as sorti des livres, si je me trompe pas. Ouais, j'ai fait une dizaine d'ouvrages, sur... Quand même, oui. Ouais. j'avais pas l'info, tu as 10 d'ouvrages, c'est pas mal. Ouais, sur quelques-uns sur l'Afrique, et puis aussi un peu l'Arctique, sur les ours polaires, sur la faune de l'Arctique. Et puis t'as fait vraiment pays chaud, pays froid, hein. Ouais, polarisant. Ouais, un peu. J'ai aussi fait l'Ouest américain, un peu. J'ai fait des choses, je travaille sur les chevaux, j'ai fait un peu les animaux de la ferme, mais c'est vrai que les gens connaissent plus mon travail sur l'Afrique, ouais. Ouais, c'est ce qui ressort. Les chevaux, je sais pas si c'était un livre ou non, c'était le nom d'une photo, Chevaux au vent. Ouais. Je l'ai vu, celle-là. Ouais. Je m'en rappelle. Ouais. Ok. Le livre est en projet, D'accord. Pour la suite. Alors comment on fait, je me pose quand même cette question, comment on fait des photos de... Alors je pense à Lyon, évidemment, parce que c'est un prédateur pour nous, ou en tout cas c'est un danger quand même potentiel pour nous. Comment on fait pour approcher ces animaux? Comment tu fais pour les photographier? Comment on s'équipe? Comment on prévoit ça? C'est quand même pas, c'est pas une mince affaire de là où je suis. C'est assez simple finalement, parce qu'en fait les safaris photos... ont pour héritage les safaris de chasse, en fait, et depuis très longtemps, depuis l'arrivée de l'homme blanc occidental en Afrique, c'est-à-dire qu'autour de 1870 à peu près, donc il y a eu beaucoup de chasseurs, en fait, qui venaient en safari de chasse pour tuer des animaux, et puis se sont aperçus très rapidement que, en fait, c'était beaucoup plus facile d'approcher les animaux dans un véhicule qu'à pied, que les animaux fuyaient la silhouette humaine. Donc en fait, en safari photo, on est principalement dans des véhicules, et on arrive à approcher les animaux relativement facilement, en fait, sans avoir l'impression de les perturber outre mesure, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment, notamment avec les lions, l'impression d'être quasiment transparent, quoi. Tu peux être jusqu'à à quel point près d'eux? En fait, c'est pas toi qui décides, c'est pas le photographe qui décide, c'est vraiment l'animal qui choisit la rencontre. S'il n'est pas perturbé par ta présence, il va pouvoir s'approcher des fois jusqu'à frôler la voiture à moins d'1 mètre. Donc c'est assez incroyable. Ouais, ça doit être impressionnant. En plus, ce sont des véhicules complètement ouverts, en fait, notamment, principalement en Afrique australe, mais par exemple en Afrique du Sud, c'est des 4x4 qui sont complètement ouverts sur le dessus, c'est-à-dire que c'est juste
une grande décapotable, quoi. Donc tu es encore plus près de la sensation de, voilà, et quand tu as un éléphant ou un lion à côté, tu as vraiment l'impression d'être avec lui. Ouais. Ouais, ça doit être impressionnant. Et du coup, t'as pas peur des attaques ou ce genre de choses? C'est quelque chose qui se prévoit par rapport au comportement de l'animal ou... Ouais, bien sûr, faut pas faire n'importe quoi et arriver n'importe où, n'importe comment, parce que tu peux effectivement les perturber si tu cherches à t'approcher trop près. T'as souvent la bonne surprise en restant à distance et silencieux et en respectant l'animal, de le voir, lui, s'il n'est pas dérangé par ta présence, de le voir, lui, s'approcher justement et du coup, tu es en mesure de faire de très bonnes images parce qu'il vient à ta rencontre et qu'il est pas dérangé. Alors que si tu le perturbes, enfin, tu vas le savoir très rapidement. Il va soit être agressif et vouloir te charger, soit fuir. C'est le plus souvent le cas, c'est qu'il va fuir, quoi. D'accord. Te tourner le dos et disparaître. Ok. Quel est l'animal le plus difficile que tu as eu à photographier? Alors, difficile, dans quel sens le plus difficile à capter? C'est une question... c'est pas facile de répondre à cette question parce qu'en fait, je suis pas en recherche, moi, d'un animal en particulier. Il y a des animaux que tu vois très peu parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont actifs de nuit, qui sont nocturnes, en fait. Donc ceux-là, tu les vois quasiment jamais. Bon, voilà. Par exemple, je sais pas, tu prends l'Oryctérope ou le pangolin. Après, il y a beaucoup de prédateurs nocturnes aussi que tu vois quasiment jamais de jour. Dans les animaux que tu peux voir de jour, j'ai presque envie de dire, les gros animaux sont presque les plus difficiles à photographier parce que ils sont pas toujours, alors ils sont très visibles, mais tu sais pas toujours comment les cadrer, en fait. Ils sont un peu difficiles à mettre dans le cadre, en fait. Une girafe ou un éléphant, c'est pas toujours facile. Alors après, tu peux les avoir dans le paysage, en nombre, en alignement. Évidemment, un troupeau, ça peut être très joli, un troupeau de girafes comme un troupeau d'éléphants, mais l'individu tout seul, tu sais jamais trop comment le cadrer. Une fois que tu l'as cadré de plein pied, après, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Alors tu peux aller chercher l'œil, tu peux chercher un détail avec un bout de défense, etc. Mais c'est pas le plus facile. Ouais, je vois. Par rapport à la composition, du coup. Exactement. Et il y a un animal que t'as pas photographié, mais que tu aimerais photographier dans le monde? Il y en a plein, mais je suis pas trop en recherche d'un inventaire d'animaux à photographier, en fait. Pas les Pokémon. Non, voilà, c'est ça. Je suis pas en mode collection et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la beauté de l'instant et ça peut être sur un lièvre au milieu de la savane, ça peut être sur un petit animal, un vautour, les mal-aimés, une hyène, un vautour. Récemment, là, je rentre d'Afrique du Sud il y a moins d'une semaine. J'ai fait des très belles images de vautours et de hyènes, alors que beaucoup trouvent très laids, mais moi j'adore. Voilà, mais non, c'est vraiment la beauté de la lumière, la beauté de l'instant qui va déclencher une émotion et me donner envie de faire l'image. C'est pas forcément me dire je vais aller photographier la panthère noire ou le truc. Je sais que c'est très à la mode en ce moment, mais voilà, à la mode, je sais pas, mais impressionnant par contre. C'est vrai que, par exemple, j'ai un documentaire Netflix en tête qui retraçait des photographes et des vidéastes, des réalisateurs notamment pour le documentaire, qui cherchaient des animaux très rares. Et c'est vrai que le dispositif et surtout la patience est assez impressionnant. C'est pour ça que je pose la question, parce que c'est quand même une démarche qui m'impressionne un peu. Ah ouais, c'est carrément impressionnant, mais on s'imagine pas en fait que sur effectivement les documentaires animaliers qui passent comme ça sur un 52 minutes par exemple, le travail qu'il y a derrière, c'est souvent plusieurs années de travail et des fois avec plusieurs équipes de tournage pour avoir bout à bout des séquences qui permettent de faire un documentaire de 52 minutes. Ouais, c'est assez bluffant. Le temps passé sur le terrain, c'est assez dingue. Ouais. T'as déjà participé à des documentaires ou... Alors oui, mais en tant qu'acteur, j'étais en fait... j'ai joué mon propre rôle pour un documentaire qu'avait commandé Ushuaïa. C'est passé sur Ushuaïa TV et après sur TF1. Ça s'appelle Félin noir sur blanc. C'est un 52 minutes
sur mon travail en Afrique, voilà. Ok. Voilà. Mais à part ça, non. C'est déjà chouette. Ouais, c'était très sympa. Ouais, 1 mois de tournage. Un mois de tournage. Ouais, au Kenya, dans la savane. Ouais, c'était assez chouette. Donc ils t'ont suivi sur le terrain? Exactement, j'avais deux caméramans avec des caméras en permanence braquées sur moi, avec un micro pour réagir en live, tu vois, à chaud sur ce que je vivais au quotidien dans mon boulot de photographe, voilà, sur le terrain, quoi. C'était assez bizarre chouette. de se faire filmer en même temps, de cadrer des animaux en même temps, ça doit être assez spécial. Ouais, au début c'est particulier, après tu t'y fais, au bout d'un moment tu oublies un peu les caméras, mais ouais, surtout que tu choisis pas ce métier-là à la photo, t'es d'habitude derrière le boîtier, pas devant, quoi. Donc c'est un peu particulier, mais on s'y fait, ouais. On se fait violence. Oui. En même temps, pour un documentaire comme Ushuaïa, c'est difficile à refuser quand même aussi. Ouais, non, mais j'avais déjà eu plusieurs propositions auparavant, mais j'avais un peu peur que les projets qui m'étaient présentés, que ça dénature un peu mon travail et que ça me fasse jouer un rôle qui était pas vraiment moi, quoi. Et là, c'est Bonne Pioche en fait qui est venu me voir, une boîte de prod qui est assez sympa, avec Alexandre Soulier qui m'a proposé le projet, et puis ça m'a séduit parce que c'était vraiment ça correspondait à ce que j'étais, quoi. Ça cherchait pas à raconter une histoire différente de la mienne, donc c'était plutôt chouette, ouais. Alors pourquoi le noir et blanc? Alors j'ai déjà vu des explications, notamment sur ton site internet, mais j'aimerais bien que tu les exprimes parce que c'est vrai que ça m'a marqué. On voit beaucoup de photographes animaliers faire de la couleur. Et alors toi, tu as tranché avec le noir et blanc et depuis le début, donc... Ouais, depuis le début, bah ouais, mais parce que en fait, moi, ça s'est imposé très naturellement parce que ça fait vraiment partie de mon histoire avec la photographie. En fait, comme je t'ai dit, j'ai commencé en argentique, donc en noir et blanc. J'ai fait tout mon apprentissage avec des films noir et blanc et au labo où je faisais mes tirages. Et j'ai vraiment, je me suis vraiment imprégné de ça. J'ai vraiment garder ce goût pour le noir et blanc. Pour moi, c'est l'essence même de la photographie, quoi. Le noir pour les ombres et le blanc pour la lumière. Et puis, comme je suis totalement autodidacte, après, j'ai un peu potassé, j'ai un peu regardé ce qui se faisait en photo. Je suis tombé sur tous les travaux des grands maîtres de la photographie, les Cartier-Bresson, les Willy Ronis, les Doisneau, etc. Et voilà, tu tombes sur que des œuvres en noir et blanc qui ont vraiment nourri mon regard, et je me suis dit, bah ouais, moi c'est vraiment ma tasse de thé, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, c'est vraiment ça qui me parle et qui m'inspire, et rien d'autre, quoi. Et c'est intemporel. C'est intemporel, ouais, aussi, complètement, mais ouais, je pense que c'est une manière de voir le monde d'une manière un peu différente, quoi. Tu racontes pas la même histoire en noir et blanc et en couleur, en fait. Je suis assez admiratif des photographes qui travaillent en couleur et qui le font extrêmement bien. Il y a des choses remarquables. Mais moi, franchement, pour m'exprimer, je m'éclate avec le noir et blanc et j'ai vraiment pas envie de faire de la couleur, quoi. Bon, moi, que ça te réussit, ça te démarque en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, bah merci. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Il y a une phrase que tu as écrite sur ton site internet qui m'a marqué. Je voudrais revenir avec toi dessus. Tu écris, c'est une vocation, donc le fait de faire de la photo animalière, une vocation en réaction à la folie des hommes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est mon côté un peu militant, mais c'est vrai qu'au départ, comme je l'ai dit, moi j'étais citadin, j'étais parisien, j'étais quasi quotidiennement au milieu de la foule des grands stades. J'ai beaucoup voyagé un peu partout dans les grandes villes pour couvrir les événements sportifs. J'ai couvert des JO, des Coupes du Monde, de foot, de rugby, etc. J'ai vu un peu partout les mêmes comportements humains et les mêmes débordements et ces modes de vie citadins un peu déconnectés, en fait, des choses, et notamment de notre environnement naturel. Et c'est ce que vraiment j'ai ressenti. Je me suis dit, en fait, partout l'homme se comporte de la même manière et est en train d'évoluer de la même manière, en s'urbanisant, c'est complètement déconnecté du reste de son environnement, quoi, de là où il vient réellement. Donc voilà, avec tous les débordements et toutes les problématiques qui peuvent résulter de
ces choix de mode de vie et de consommation avec cette pollution, cette surconsommation. Voilà, c'est un peu par rapport à tout ça, quoi. Et tout ce que ça engendre du coup pour le monde naturel et pour le reste du vivant, en fait. Et alors, si j'ai bien compris, tu es végétarien ? Ouais. Moi aussi. Ok. Et j'ai une question qui m'est venue en tête parce que... Alors, je sais pas, c'est un petit peu clivant peut-être, je sais pas, mais dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut être un photographe animalier et manger de la viande ? Bah, malheureusement, j'en connais plein. Moi, ça me posait quelques problèmes de conscience. En fait, je l'ai été très longtemps, jusqu'à il y a une dizaine d'années, quoi. Et puis, grâce à ma femme, tu vois, je suis devenu végétarien. Et en fait, pas seulement grâce à ma femme, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une prise de conscience qui m'a fait comprendre que c'était un peu incompatible, en fait. Ça me posait des problèmes d'éthique. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais un discours militant qui me disait il faut protéger les animaux sauvages, et puis de l'autre, j'étais consommateur de viande d'élevage, d'animaux d'élevage qui contribuent justement à détruire les habitats naturels. Donc ça, peu de gens font le lien, en fait, ou ne veulent pas le voir, mais bon, moi ça m'est apparu très clairement, et je me suis dit, si je vais être cohérent dans ma démarche, c'est juste pas compatible. Et donc c'est comme ça que je le suis devenu. Et en plus, c'est bon pour ma santé, c'est bon pour la planète et c'est bon pour les animaux. Donc j'ai une triple raison de le faire. Mais ça peut être clivant, effectivement, mais ça me paraît une évidence. Ouais. Disons clivant, c'est-à-dire que moi je pense exactement comme toi, donc du coup donc merci pour ça déjà, parce que c'est quand même pas si banal. Évidemment que je vais pas me fâcher avec un photographe animalier qui mange de la viande, hein. J'ai plein de copains qui mangent de la viande aussi, il n'y a pas besoin d'être photographe de toute façon pour ça. Mais c'est vrai que moi de suite je repère l'incohérence un petit peu. Je sais pas si le parallèle il est douteux ou pas, mais moi je photographie beaucoup les femmes, c'est comme si moi je respectais pas les femmes, en fait. Le parallèle est douteux parce que il y a aucun photographe, j'espère, qui bouffe les femmes. Sans parler de les manger, mais... Oui, voilà, mais tu vois ce que je veux dire, l'allégorie que je voulais faire. Bien sûr. Non, mais je pense qu'en fait, en plus, ce sont des combats qui se rejoignent, hein, longtemps, les droits des femmes ont été un peu ignorés, y compris, par exemple, ne serait-ce que le droit à l'avortement ou le droit de vote. C'est pas si, c'est très récent. Et voilà, le droit des animaux, je pense qu'on est dans les mêmes logiques de combat. Il y a les droits de minorités comme ça. Avant, on considérait les personnes de couleur comme des êtres inférieurs. Il n'y a pas si longtemps non plus, et c'est encore le cas dans certains pays. Heureusement, notre regard a évolué sur ces problématiques et sur ces combats-là, mais je crois que en fait c'est dans les mêmes logiques. L'empathie, en fait. L'empathie envers autrui, envers des minorités, et principalement pour les animaux, ou pour les femmes, c'est vrai aussi, hein. Pour des individus qui sont à notre merci, finalement, quoi. Enfin, je veux dire, quand il y a un rapport de force, c'est toute la grandeur d'une civilisation et dans justement le respect qu'on peut avoir vis-à-vis d'individus ou de populations qui sont fragiles, ou qui sont facilement sur lesquels on peut avoir une emprise facile. Donc, voilà, donc les animaux sont vulnérables et sont sous notre emprise. Donc je pense qu'on a un devoir d'en prendre soin et de les respecter, comme les femmes. Tout à fait. Et alors les animaux, on revient de très loin parce que pour moi là c'est un génocide complet qu'on fait, c'est un génocide organisé. Je sais pas du tout. Je vois de plus en plus de gens végétariens, mais il n'y a pas juste ça, en fait. Il y a aussi toute la question des abattoirs, des élevages. Pour ceux qui mangent encore de la viande et qui en mangeront encore, parce que c'est pas en claquant des doigts que tout le monde va devenir végétarien. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Parce que j'ai cru comprendre que tu militais et que tu défendais aussi la cause animale auprès de certaines associations.
Comment on prend ce discours-là à bras-le-corps? C'est très compliqué. Moi, je vais au bout de mes convictions, c'est-à-dire que j'essaye de faire passer le message chaque fois que j'en ai l'occasion et le plus souvent possible. Et souvent, je rattache effectivement à mes images un discours qui est plutôt antispéciste, parce que voilà, il y a un énorme déni en fait autour de ça, quoi. En France, en tout cas, il y a un énorme déni de la part de la part des politiques qui sont pas à la hauteur, à mon avis, voilà. Et puis il y a un énorme lobby agro-industriel pour nous faire consommer en masse des produits d'origine animale qui sont plutôt nuisibles à notre santé, voilà. Sauf que ça, personne ne veut le dire. Et surtout pas un ministre de l'Agriculture ou un Premier ministre ou même un président. Mais donc voilà, on part de très très loin, parce qu'à partir du moment où il y a ce déni politique, ça infuse à la fois auprès du grand public, ça infuse dans les médias. Donc je crois qu'on a besoin de désapprendre ce rapport à l'animal, quoi, pour repartir sur des bases saines. Mais aujourd'hui, c'est anecdotique. Le nombre de végétariens en France, je pense, c'est de l'ordre de 1 ou 2 ou 3% maximum. Donc, sans compter ceux qui se disent végétariens mais qui sont en réalité flexibles. Enfin, ouais. Voilà. C'est compliqué à chiffrer en vrai. Voilà. Et puis en plus, c'est une population qui est complètement stigmatisée et qui est complètement utilisée à des fins politiques, en fait, par certains. Pour dénigrer ces choix alimentaires et ces habitudes qui sont plutôt un comportement responsable et éclairé vis-à-vis des conséquences en fait que peut avoir une consommation de masse de produits d'origine animale, parce que en fait l'élevage intensif clairement détruit la planète et détruit les habitats naturels des animaux sauvages. Donc ça rejoint c'est complètement ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut être photographe animalier et pas végétarien? Je trouve aussi qu'il y a une énorme incohérence, mais il y a aussi un énorme déni autour de ça, quoi. Donc c'est... Je pense que si la plupart des gens qui mangent de la viande devaient tuer les animaux pour les manger, je pense qu'il y aurait plus de végétariens que ça aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on monterait au-delà des 90%, et certainement, pense. parce que c'est caché dans les abattoirs, parce qu'on achète notre viande sous vide, sous barquette, et que les gens achètent du bœuf ou du poulet ou du porc, mais pas le morceau de cadavre d'un animal qui a été découpé, qui a été élevé dans d'atroces souffrances et qui a été découpé et abattu aussi voilà, mais tout ça c'est caché. Moi, je pense qu'il y a la chose qu'on peut faire à notre niveau, c'est de ramener de l'empathie envers les animaux, c'est-à-dire faire comprendre aux gens, parce qu'il y a quand même des gens qui n'arrivent pas à comprendre que les animaux sont sensibles. C'est un combat, un vrai combat, ça. C'est ça qui, en fait, moi aussi, m'intéresse beaucoup, d'essayer de faire, de faire réfléchir là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, on se considère, en s'étant coupé comme ça de notre environnement, en ayant créé notre petite bulle de confort dans des villes, dans des environnements artificialisés, comme ça, aseptisés, où on n'est pas au contact du reste du vivant. Ça nous a coupé en fait de notre statut d'animal, en fait. C'est-à-dire qu'on est même dans le déni de notre statut d'animal. C'est-à-dire que quand on dit que c'est assez fou, mais c'est l'homme est le seul animal à penser qu'il n'est pas un animal, en fait. C'est assez dingue. Mais on a un déni autour de ça. C'est-à-dire qu'on serait une espèce à part, quoi, qui n'est pas liée au reste du vivant, alors que et supérieur en plus, mais ça c'est avec l'histoire des religions et tout ça, mais déjà rien que le fait d'oublier qu'on est un animal, qu'on est un mammifère,
nos femelles allaitent nos petits. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont des mamelles. Voilà, donc je veux dire, on peut pas nier ça, et malgré tout, on le fait, quoi. On le fait, quoi. C'est assez dingue. Mais bon, c'est assez désespérant des fois. C'est assez désespérant, ouais. C'est pour ça que ça fait du bien aussi des photographes comme toi qui ramènent la sensibilité des animaux avec des images. Je pense que ça passe par là aussi. Il faut continuer à en parler, évidemment, mais ça passe aussi par ce genre de travaux comme tu fais toi. C'est avec ça, ouais, avec la photographie que j'essaie un peu de toucher les gens sur l'empathie et sur la sensibilité, de montrer effectivement que ces individus d'autres espèces animales, ils ont aussi cette sensibilité, ils peuvent avoir de l'affection, ils peuvent jouer, ils peuvent ressentir tout comme nous, ils ont des liens sociaux. J'essaye de montrer ça, ouais, en rentrant un peu dans leur intimité, en montrant leur quotidien comme ça, de les montrer sous ce jour-là, et souvent ça marche en fait. Les gens les voient sous un regard un peu différent. Ouais. Tant mieux, hein. Pourvu que ça aide. Ouais, on essaie. Alors pour se reconnecter un petit peu à la photographie, tu travailles avec Sony, si je me trompe pas. Ouais, j'ai la chance de travailler en Sony depuis 2017. Ok. Donc je suis arrivé au tout début de l'hybride, en fait, au tout début de cette belle aventure avec l'Alpha 9 et tout ça, quoi. Et aujourd'hui, t'as quoi? Alpha One. Ouais, et j'adore, j'ai adoré dès le début, en fait, l'hybride. J'ai trouvé ça vraiment chouette de pouvoir bosser en voyant directement, avant même de faire ma photo, déjà en appliquant des réglages noir et blanc, parce que moi je fais du noir et blanc, donc de voir dans mon viseur en noir et blanc, déjà ça c'était une nouveauté comparé au réflexe avant, et puis de voir tes corrections d'exposition aussi dessus, c'est vraiment chouette, et puis d'avoir un silence de fonctionnement, une réactivité qui est juste incroyable. Ouais, j'ai adoré. Puis j'ai eu la chance qu'ils me proposent le statut d'ambassadeur, donc ça c'est assez chouette. Et puis avec une gamme qui s'est bien étoffée, qui au début était quand même assez restreinte, mais qui aujourd'hui c'est vraiment bien étoffée, donc ouais, c'est chouette. Ouais, ça s'est bien étoffé aussi d'une manière générale, puisque les autres marques ont raccroché les wagons un tout petit peu tardivement, mais bien maintenant, et donc c'est chouette. C'est chouette. On a passé c'est quand même une époque charnière pour la photographie. On est encore un peu dedans, je trouve, passer du réflexe à l'hybride. Mais je sais pas aujourd'hui quelle est. Je pense que l'évolution est clairement en faveur de l'hybride, mais je sais pas quelle est encore la part de marché. Combien de gens sont encore au réflexe, mais enfin j'ai envie de leur dire, vous êtes des dinosaures. C'est comme ceux qui refusaient de passer au numérique avant l'argentique. Bon, même si y en a qui reviennent aujourd'hui. Beaucoup de jeunes, je trouve, quand même. Ouais, beaucoup de jeunes, en fait. Il y a un côté vintage, comme les vinyles et tout ça. C'est sympa, c'est chouette. Je trouve ça cool. Oui, en fait, avec l'argentique, ce qui me fait un petit peu sourire, sans vouloir être condescendant, c'est qu'il y a une jeune génération qui s'approprie l'argentique en voulant un effet vintage, alors que ça n'existe pas. Pour autant, ce que je comprends quand même dans leur démarche, ce que je comprends, c'est la prise de vue, en fait, qui est plus posée que ce que l'hybride peut nous permettre, en fait. Parce que c'est vrai que l'hybride, si on veut, on peut déclencher à l'infini. À l'infini, c'est fou, en fait. C'est un vertige technologique qui est assez hallucinant. Ouais, toute la mesure est là, quoi. Ouais. Mais après, qu'est-ce que t'en fais, qu'est-ce que tu veux en faire? C'est vrai que l'argentique, pour ça, c'est une bonne école pour effectivement Complètement. Ouais. Donc Sony, t'en es très content. Ouais. Et tu bosses avec quel genre de focale alors? J'ai pas mal de choses. J'aime bien les optiques fixes. J'ai un 85 1.4 par exemple. J'ai un 50 1.2. J'ai un 135 1.8. Après, j'ai un 300 2.8. Après, de temps en temps, j'emprunte aussi un 604. Ça peut m'arriver. Mais de moins en moins, en fait. Plus ça va, plus je raccourcis mes optiques, en fait. Je m'aperçois. Alors, même si j'ai quand même un 100-400 dans le sac, un 70-200 aussi, le nouveau 70-204 qui est très compact. J'ai l'impression d'avoir un 24-70 en fait dans les mains. Il est très léger, très compact, c'est assez incroyable.
Voilà, ça c'est assez sympa, mais avec une grosse préférence pour les optiques fixes quand même. Ouais. Et là, je me suis surpris, tu vois, récemment sur mon dernier séjour là, avec les animaux en Afrique du Sud, à passer toute une journée avec le 85 1.4, quoi, juste un boîtier comme ça et en fait, tu fais plein de choses aussi et à pleine ouverture, c'est juste magnifique. Et enfin, moi, j'adore faire des portraits, donc voilà, je me régale avec ça. Ouais. Ça doit être difficile de faire de l'animalier, je présume, avec des grands angles. Ça t'arrive parfois ou... Je suis pas très grand angle et ça m'arrive très rarement. Ouais, même si j'ai un 16-35, voilà, mais ça m'arrive assez rarement. Mais parfois, t'es surpris qu'avec un 70-200 par exemple l'animal est trop près pour que tu puisses le cadrer dans son intégralité. Oui. Donc des fois voilà, tu passes à l'optique en dessous parce qu'il est tellement près de la voiture. Ça m'est arrivé avec les éléphants de faire des photos des fois au 24 parce qu'ils sont tout près et qu'ils sont très curieux et qu'ils viennent quasiment au contact. C'est énorme et donc du coup là tu sors le 24 mm parce que 70-200 ça passe plus. Donc il y a plein de gens qui s'imaginent que tu peux pas être aussi près des animaux, mais ça arrive en fait. Oui, même moi le premier, je pensais pas que tu pouvais être aussi proche des animaux. Ouais. Je pensais que tu étais tout le temps avec un 600 de loin, de très loin. Ben non, pas que. Les gens ont beaucoup cette image-là, mais en fait, et c'est vraiment l'animal qui choisit la distance. Et s'il n'est pas dérangé par ta présence, tu as souvent des très très bonnes surprises et il va passer tout près. Très bien. Laurent, écoute, on approche de la fin de ce podcast. C'était super intéressant. Qu'est-ce que tu as comme actualité en ce moment? Exposition, livre qui arrive ou qui est arrivé? C'est une bonne question. Alors, livres, j'en ai pas mal qui sont épuisés, donc il y a un projet d'en rééditer quelques-uns, notamment Lyon d'ici la fin de l'année, si tout se passe bien. J'ai un projet d'expo sur les chevaux. Ça va se passer à Genève. Pas en France, mais c'est pas très loin. Une expo en fin novembre, début décembre à Genève. Les fameux chevaux du Ouest américain? Non, c'est des chevaux que j'ai pris en Islande, en Mongolie, en Camargue. Voilà, je travaille sur les chevaux dans différents endroits et c'est un peu un mix de plusieurs nationalités. Ouais, Qu'est-ce que c'est beau les chevaux. Ouais, c'est beau. Là, c'est des chevaux en liberté, en tout cas, hein, voilà, qui sont pas entravés. Donc ouais, ça m'inspire, ouais. Tu m'étonnes. Ouais. Donc très bien. Donc des livres à rééditer, une exposition et nouveau projet de livre aussi en. J'aimerais bien en faire un sur les chevaux parce que j'en ai jamais sorti. Ouais. Et alors donc le livre sur les lions qui va être réédité aussi d'ici la fin de l'année. Ouais. On retrouve ça aux éditions Emeria. Ouais. Partout, la Fnac, j'allais dire Amazon. Bon. Alors partout, je sais pas. Après sur mon site aussi, directement. Sur ton site directement, c'est mieux, oui. Sur laurentbaheux.com, ouais. C'est vrai. J'ai ce réflexe avec Amazon, c'est fou, alors que c'est très mauvais. Mais bon, on a tous nos paradoxes. Écoute, merci Laurent, c'était vraiment un plaisir de t'écouter parler de tout ça, notamment sur la cause animale, c'est vraiment quelque chose qui moi me touche, donc j'étais content de discuter avec toi. Donc merci pour le travail que tu fais pour les animaux en tout cas. Merci à toi. Je t'en prie. Et donc on peut te retrouver sur ton site internet, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ton site internet qui est laurentbaheux.com, ouais, tout simplement, et ton compte Instagram Laurent Baheux. Tout attaché? Ouais. On ne peut pas faire plus simple. Voilà. Donc j'invite les gens à... BAHEUX. Oui, voilà. Je pense, de toute façon, on va mettre les liens en description du podcast, t'inquiète pas pour ça. Et merci, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à la page du podcast, si vous le pouvez, ça dépend des plateformes, ainsi qu'à nous laisser un petit commentaire pour nous envoyer de la force. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Ciao!